Monsieur le Président, cher Geoffroy Roux de Bézieux, Mesdames et Messieurs, croyez bien que je regrette de ne pas pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, tant les débats de cette nouvelle rencontre des entrepreneurs de France s'annoncent passionnants. Mais je tenais à partager avec vous 3 convictions. La première, dont je me souviens vous avoir déjà fait part à la fin de l'été dernier, à l'occasion de la REF 2020, porte sur l'idée de nouvelle guerre des mondes qui va servir de fil rouge à votre journée. Comme vous, je fais le constat d'une brutalisation de la vie internationale. Brutalisation dans tous les domaines, même ceux qu'on pourrait croire réservés au soft power. Aujourd'hui, le hard power est partout. Pensez à la diplomatie des masques ou encore aux tentatives de clientélisme vaccinal auxquelles nous avons assisté à la faveur de la pandémie. Brutalisation sur un très large spectre qui va des opérations militaires aux batailles de l'information en passant par des actes de ce qu'il faut bien appeler de la piraterie d'État. Brutalisation qui, c'est vrai, tourne de plus en plus à un dangereux antagonisme des modèles, au risque de remettre en cause l'universalité des droits humains et le concept même de multilatéralisme fondé sur le droit. Mais j'estime que si cette brutalisation exige de nous, en France et en Europe, que nous soyons prêts à jouer le rapport de force, elle ne doit pas nous conduire à oublier que ce monde conflictuel est bien un monde que nous avons en partage avec ses ressources et ses défis, notamment sur le plan environnemental. Un monde d'échange et d'interdépendance dont aucune puissance ne saurait s'abstraire. Un monde qui exige donc de la coopération internationale et de l'action collective. Et ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question d'efficacité. Face à cette nouvelle donne internationale, les Européens ne sont pas condamnés à l'impuissance ou au suivisme, et c'est la deuxième conviction que je veux vous livrer. Pendant 4 ans, c'est nous qui avons porté à bout de bras l'accord de Paris, le JCPOA et l'ambition d'un multilatéralisme fort. Et si l'Amérique a pu renouer avec ses engagements d'hier, c'est parce que nous avons été là pour tenir les murs. Dès les tout premiers mois de la crise pandémique, c'est nous qui avons donné une première traduction concrète à un impératif de solidarité internationale avec l'initiative ACTA et ce qu'on appelle la facilité COVAX. Et nous nous réjouissons que les principes de la charte que nous avons adoptés en novembre dernier soient aujourd'hui largement repris. Alors que certains acteurs semblent revenir à une logique de bloc, c'est nous qui sommes parvenus à rassembler les puissances de bonne volonté dans une alliance pour le multilatéralisme. Il y a 1 an, alors que l'OMS servait de théâtre à une lutte d'influence, l'Alliance commençait à travailler sur le projet de panel d'experts de haut niveau que l'on appelle une seule santé qui vient de se réunir pour la première fois. Bien sûr, nous n'entendons pas nous positionner à équidistance de nos alliés américains et de la Chine, qui est pour nous, comme sur certains sujets, comme le climat, un partenaire, mais qui est dans le domaine économique et technologique un compétiteur, et qui est de plus un rival systémique. Pour autant, à chaque fois que c'est nécessaire pour avancer, nous sommes bien déterminés à construire une 3e voie avec nos partenaires du monde entier. 3e conviction, mes chers amis, forte du réveil stratégique qui s'est progressivement imposé à elle au fil des bouleversements qui ont marqué la dernière décennie, forte de ses atouts, à commencer par sa puissance normative et le poids de son marché intérieur, l'Europe, de mon point de vue, a toutes les cartes pour inventer sa propre géopolitique. C'est-à-dire une géopolitique en phase avec ses intérêts, c'est absolument nécessaire, car dans le monde brutal que je décris, nous devons les défendre sans naïveté aucune, mais également en phase avec les urgences de ce monde, où la défense de nos intérêts passe aussi par la défense de notre planète, par la défense de notre santé, ou encore par un Internet ouvert, libre et sûr. En même temps qu'un chemin d'autonomie et de souveraineté, cette géopolitique proprement européenne trace donc la voie d'une nouvelle géopolitique des biens communs. Même si beaucoup reste à faire pour réarmer l'Europe sur le plan industriel et technologique, pour assurer notre souveraineté énergétique et pour garder la maîtrise de notre destin à l'ère du numérique, l'Europe a déjà pris de nombreux tournants stratégiques. Mais je m'en tiendrai aux questions qui vous intéressent au premier chef, en prenant l'exemple de la nouvelle stratégie de politique commerciale publiée par la Commission en février dernier. Alors que l'Union a trop longtemps fait de l'ouverture commerciale une fin en soi, et que les notions de réciprocité et d'équité concurrentielle ont trop longtemps été prises pour autant de dérives protectionnistes à Bruxelles, cette nouvelle politique constitue un véritable changement de paradigme. C'est bien sûr une politique ouverte, car l'ouverture est garante de débouchés pour nos entreprises et donc d'activité et d'emploi. Mais c'est en même temps une politique qui vise à construire notre autonomie stratégique
en renforçant la résilience des chaînes de valeurs européennes par l'identification et la réduction de nos dépendances stratégiques. C'est une politique plus affirmée, qui tire les conséquences de la systématisation des rapports de force à l'échelle mondiale, en consacrant plus de moyens à l'application des règles et à la mise en œuvre par nos partenaires de leurs engagements, en nous donnant des armes pour lutter efficacement contre les pratiques déloyales et coercitives et mieux assurer la réciprocité, la loyauté des échanges, notamment dans l'ouverture de nos marchés publics. Et c'est une politique qui nous donne des instruments nouveaux pour promouvoir ce à quoi nous tenons en matière de climat, d'environnement ou encore pour les droits sociaux. Cela passe notamment par le rôle de la clause essentielle que l'accord de Paris doit jouer dans les accords commerciaux, de sorte que son non-respect par nos partenaires nous permette de suspendre, voire de dénoncer ces accords. Cela passe par un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour lutter contre les fuites de carbone, ou encore par la création à l'échelle européenne d'un véritable devoir de vigilance pour les entreprises afin, par exemple, de combattre le travail forcé dans nos chaînes d'approvisionnement. Vous le voyez, sans renoncer à notre attachement à des échanges fondés sur des règles multilatérales, nous assumons donc pleinement de sortir du temps de l'innocence pour faire un usage stratégique des atouts qui sont les nôtres et les mettre au service de nos priorités. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite vraiment d'excellentes discussions. Jean-Yves Le Drian. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour notre premier débat, mais les mots sont forts, brutalisation du monde, et puis l'Europe n'est pas condamnée à la puissance. C'est ce que nous allons voir avec nos invités dans la première table ronde. A tout de suite.